résumé de la poétique d'Aristote va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Traduction, interprétation et perception, un ouvrage controversé. Écrite en -335. La poétique d'Aristote est l'un des premiers textes de l'histoire consacrés à la critique littéraire. Cependant, les œuvres d'Aristote ont également fait l'objet d'un examen minutieux, en particulier par rapport à la qualité des différentes traductions qui ont été faites. Ce point de vue a été repris par le traducteur Joe Sachs. En particulier, peu de gens ont approuvé de la poétique à sa publication initiale. Les sceptiques remettent en question l'autorité d'Aristote. Il commente des sujets qui dépassent son expertise, en particulier en ce qui concerne les arts poétiques. Pourtant, la spécialité d'Aristote consistait à réfléchir aux préoccupations fondamentales de l'humanité, ce qui lui permettait de partager des idées sur n'importe quel sujet de manière informée. De nombreux lecteurs ont également eu du mal à comprendre l'utilisation du terme « imitation » par Aristote. Certains pensaient que qualifier la poésie d'imitation revenait à dire que le travail des poètes n'en était pas vraiment un. Malgré cela, les intentions d'Aristote n'étaient pas malveillantes. Selon lui, les gens peuvent mieux comprendre et appréhender les situations de la vie réelle en imitant des scénarios spécifiques dans leur esprit. La poésie est importante, car elle est le miroir des émotions et des vérités complexes de notre existence. Explorons ensemble les principes de base de l'art poétique et la perspective d'Aristote. Point clé 2. L'art de l'imitation. Dans son traité classique, Aristote explore l'essence de la poésie. Il affirme que toutes les formes de poésie, comme la tragédie, la comédie et le jeu de la flûte, offrent un reflet réaliste de la vie. Toutefois, il souligne également 3 différences essentielles entre ces formes. La façon, la manière d'imiter. Chaque forme d'art a son propre style pour refléter la réalité. Les peintres s'expriment par la couleur, les danseurs par le mouvement, et les poètes par le rythme, le langage et l'harmonie. La chose, l'objet imité. La poésie capture des individus en action, en dotant les personnages d'attributs essentiels pour surmonter les défis. Les histoires les plus fascinantes contiennent souvent des personnalités exagérées, pour le meilleur ou pour le pire. La manière, le mode d'imitation. Les poètes peuvent adopter différentes perspectives, comme la narration à la première ou à la 3e personne. Ils peuvent également représenter des personnages en train d'accomplir des actes et de s'engager dans des activités. La poésie a également évolué au fil du temps, alimentée par le goût de l'humanité, pour l'imitation et sa fascination pour l'harmonie et le rythme. Ces éléments ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la poésie. Par la suite, 2 principaux arts du spectacle ont émergé de cette forme d'art, la tragédie et la comédie. La tragédie est née des dithyrambes, ces hymnes de la Grèce antique dédiés à Dionysos, le dieu du vin et de la fertilité. Elle est souvent accompagnée de danse. Au contraire, la comédie est née des chants phalliques interprétés pendant des festivals comme les phallophories, connus pour leur caractère satirique. Au fil du temps, la tragédie s'est orientée vers l'éloge des actes nobles, tandis que la comédie s'est tournée vers la caricature, dépeignant les défauts humains d'une manière ridicule mais constructive. L'évolution de la poésie reflète l'évolution de la société et de ses besoins. C'est ainsi que l'art poétique est né des traditions populaires orales, des hymnes et des mythes, évoluant progressivement vers une forme d'art respectée. Plutôt que d'être définie par des imitations fausses et immorales, la poésie est devenue une exploration captivante de la condition humaine qui met en lumière des aspects autrement invisibles. Point clé 3. Définir la tragédie. Pour bien comprendre les différents genres de poésie, commençons par nous pencher sur la tragédie. La tragédie peut être décrite comme une riche représentation d'actions intenses et lourdes de conséquences, véhiculée par un langage élégant. C'est une forme poétique qui met l'accent sur l'action plutôt que sur la narration et vise à susciter un sentiment de purification en évoquant des sentiments de compassion et de peur chez le public. Les traits de caractère et les décisions des personnages sont les déclencheurs fondamentaux des événements décrits dans la tragédie, actions, qui aboutissent en fin de compte au succès ou à l'échec. Pour qu'une œuvre soit considérée comme une tragédie, 6 éléments cruciaux doivent être présents. L'histoire, le développement des personnages, la réflexion, la formulation, le spectacle, la création de chansons. Contrairement à ce que l'on croit souvent,
Le protagoniste n'est pas l'élément central d'une tragédie. Si ses actions influencent les événements, il n'est pas le seul responsable de toutes les décisions et de tous les résultats. Ce sont donc les actions menées qui font avancer la tragédie. Les tragédies anciennes nous apprennent à accepter le voyage, sachant que les désirs et le destin s'entremêlent souvent. En termes d'importance, l'intrigue passe avant le développement des personnages. Viennent ensuite le raisonnement et l'éloquence. Le spectacle et les chants, bien qu'importants sur scène, sont secondaires par rapport à l'essence poétique de l'œuvre. Par ailleurs, une intrigue bien ficelée doit comporter les éléments suivants. La complétion. L'intrigue doit se dérouler logiquement, avec un début, un milieu et une fin claire. L'ampleur. La longueur de la tragédie doit être digeste et permettre au public d'en saisir l'intégralité. La transition entre le malheur et la fortune, ou vice-versa, doit être évidente. L'unité. Tous les éléments narratifs doivent tourner autour d'un thème ou d'une idée centrale. L'organisation. Chaque élément de l'intrigue doit être indispensable. Si une partie de l'histoire est supprimée sans que l'intrigue n'en souffre, c'est qu'elle est intrinsèquement inutile. La vraisemblance et la nécessité, les actions des personnages doivent correspondre à ce qui est plausible et nécessaire dans le cadre du récit. Point clé 4. Le schéma directeur de la tragédie. Examinons de plus près la structure d'un récit tragique et les éléments clés qui en garantissent le succès. La tragédie se compose souvent de plusieurs éléments structurels. Un prologue avant l'entrée du chœur. Des épisodes entre les odes chorales. Un exodus pour marquer la conclusion sans qu'aucune ode chorale ne la suive. La partie chorale qui apparaît entre les autres parties de la tragédie. Le succès dans l'art, comme dans toutes les entreprises, dépend d'une base structurée pour guider sa créativité et son impact. Selon Aristote, les intrigues sont soit simples, soit complexes. Une intrigue complexe se distingue par des éléments comme les renversements, les découvertes, les émerveillements et la souffrance. Un renversement, ou péripétie, signifie un changement dans les événements vers un résultat opposé. De plus, ce changement doit être guidé par la probabilité ou la certitude. Une découverte est un passage de l'ignorance à la connaissance. Dans une tragédie, ce passage implique souvent que les personnages se rendent compte de la véritable identité des autres ou comprennent leur rôle dans diverses situations. La forme la plus puissante de découverte se produit en même temps qu'un renversement. Leur combinaison est particulièrement efficace pour intensifier l'impact émotionnel sur le public. L'émerveillement, dans une tragédie, fait référence à son potentiel à susciter la peur et la pitié. Par exemple, les rebondissements inattendus déstabilisent délibérément le public et peuvent susciter ses émotions. Ces développements imprévus doivent donner l'impression d'être orchestrés, ce qui renforce l'impression qu'ils font partie d'un plan plus vaste. Bien que les traductions antérieures aient préféré le terme « étonnement » à celui de l'émerveillement. Le mot grec original implique une idée de perdre une forme de soutien, de perdre ses repères plutôt que d'être surpris. Enfin, et de manière inévitable, les renversements de situation et les découvertes dans une tragédie aboutissent presque toujours à une souffrance, comme la mort ou le tourment. Le saviez-vous? La poétique est le plus ancien traité philosophique consacré à la théorie littéraire qui existe encore aujourd'hui. Point clé 5. Élaboration d'un personnage et de son destin. Comme indiqué précédemment, l'une des principales fonctions de la tragédie est de susciter des sentiments de peur et de pitié. Il est donc essentiel de déterminer le type de protagoniste et d'événements qui peuvent susciter ces émotions chez le public. Le protagoniste doit représenter le juste milieu de la nature humaine. En effet, si un terrible malheur frappe une bonne personne, il risque de susciter l'indignation plutôt que la pitié. Inversement, si le protagoniste est moralement corrompu, le public ne le plaindra pas. Ces deux scénarios ne parviennent pas à susciter la réaction émotionnelle souhaitée de la part du public. La meilleure solution consiste donc à mettre en scène une personne ordinaire et de bonne moralité qui, à la suite d'un faux pas, se retrouve empêtrée dans des circonstances malheureuses. Le caractère est ce qui révèle l'objectif moral. Il montre le genre de choses qu'un homme choisit ou évite. Aristote. L'intrigue tragique nécessite que le protagoniste passe du bonheur au malheur, et non l'inverse. De plus,
Cette transformation doit être due à une énorme erreur du héros, et non à une malveillance. Aristote décrit 4 traits de caractère essentiels que le poète doit s'efforcer d'atteindre. La fiabilité, l'aptitude, des qualités vraisemblables, la cohérence. Examinons maintenant les lignes directrices d'Aristote en matière d'histoire. Le récit doit à la fois terrifier et émouvoir profondément le public, même si celui-ci ne peut voir que le drame qui se déroule sur scène. Le conflit doit impliquer des personnages qui partagent des relations étroites et significatives, qu'il s'agisse de liens familiaux ou d'amitiés profondes. Cette action peut prendre différentes formes. Les personnages sont conscients de leurs actes et des conséquences qui en découlent. Les personnages agissent sans être conscients de la gravité de leurs actes et ne comprennent la vérité que plus tard. Les protagonistes se rendent compte des répercussions désastreuses de leurs actes quelques instants avant de les accomplir, ce qui crée une incertitude quant à la réalisation de l'acte. Dans le domaine de la narration, le pire scénario est de planifier une action, mais de ne jamais la concrétiser. Point clé 6. Le langage de la tragédie. La visualisation est l'une des étapes les plus cruciales du travail du poète. Elle permet à l'auteur de voir l'histoire, d'améliorer sa structure narrative et d'éliminer les défauts de logique ou de cohérence. Les poètes doivent d'abord construire le squelette de l'histoire, l'intrigue, puis l'étoffer avec des épisodes pour développer leur récit. Fondamentalement, toute tragédie se compose d'une montée en puissance et d'une résolution. Cette montée en puissance couvre souvent les événements qui précèdent et inclut le point culminant, marquant la transition de la joie à la tristesse, tandis que la résolution se déroule à partir de ce moment charnière jusqu'à la fin. Il est aussi primordial qu'une tragédie n'ait pas un cadre étendu, un type épique, avec de multiples intrigues secondaires. Une seule intrigue cohérente suffit à conduire l'action et à atteindre la catharsis tragique souhaitée. Aristote distingue 4 grands types de tragédie. La tragédie complexe, la tragédie de la souffrance, la tragédie du personnage, le simple spectacle. Abordons maintenant les relations entre la pensée et la formulation. Toutes les questions liées à la pensée et susceptibles d'être exprimées par la parole peuvent être classées dans les catégories suivantes. La démonstration, la réfutation, la présentation des passions, l'agrandissement et la minimisation. Aristote identifie également différentes formes de formulation. Les lettres, les syllabes, les mots de liaison, les noms, les verbes, les mots conjoints, les inflexions, les phrases. De plus, les mots ont 2 formes, simple et double. La forme simple comprend des parties qui n'ont pas de sens quand elles sont séparées, comme le mot « terre ». La forme double, elle, peut être construite selon les schémas suivants. 1. Une partie significative plus une partie non significative. 2. 2 parties significatives. Le traducteur nomme le second type de forme double, mais il note plus loin dans le texte que des mots composés peuvent également être triples, quadruples ou plus encore. De plus, tous les mots grecs sont divisés en plusieurs groupes. Les mots prévalents, les mots étrangers, les métaphores, les mots embellis, les mots inventés, les mots étendus, les mots raccourcis, les mots altérés. Toute tragédie consiste à faire et à défaire un nœud. Aristote. Point clé 7. Les tâches du poète. Aristote examine également les défis auxquels les poètes sont confrontés dans l'exercice de leur métier et les moyens de les surmonter, en particulier dans leur effort d'imitation de la vie. Ils peuvent y parvenir en décrivant les choses telles qu'elles étaient ou sont, les dépeignant telles qu'elles sont perçues ou décrites par les autres, montrant les choses telles qu'elles devraient être. Le choix des mots incombe entièrement au poète, qui peut utiliser le langage courant, des métaphores, des termes étrangers ou divers procédés littéraires pour communiquer avec son public. Pendant la rédaction de son œuvre, le poète peut commettre 2 types d'erreurs, les erreurs essentielles et les erreurs accidentelles. Les erreurs essentielles découlent d'un mauvais travail d'écriture, quand le poète ne trouve pas les moyens adéquats pour transmettre ses idées de manière efficace. Les erreurs accidentelles concernent toutes les autres erreurs qui n'ont rien à voir avec l'art poétique, comme la représentation de scénarios anatomiquement impossibles, comme un cheval qui lèverait ses 2 jambes droites.
Ces inexactitudes techniques sont moins importantes que l'incapacité à créer une œuvre littéraire convaincante. De plus, Aristote défend ce dernier type d'erreur si elles servent l'essence ou l'objectif de l'œuvre, sans compromettre l'imitation de la réalité. Donnez la priorité à la clarté de votre message plutôt qu'aux erreurs techniques. C'est l'essence de votre travail qui compte le plus. La dernière partie de la poétique est consacrée à une question pressante à l'époque d'Aristote. Quelle forme d'imitation est supérieure, la poésie épique ou la poésie tragique? Les critiques contemporains pensaient que les connaisseurs de la poésie raffinée préféraient le genre épique, tandis que les masses préféraient la tragédie. La raison de cette division se trouvait dans la différence dans l'interprétation, notamment par rapport aux gestes expressifs utilisés dans les pièces tragiques. Aristote défend néanmoins la tragédie en affirmant que les pièces épiques peuvent aussi souffrir d'un excès d'expression. Les pièces épiques peuvent aussi souffrir d'une gestuelle excessive. La tragédie utilise la même forme d'expression que la poésie épique et suscite des réactions similaires dans le public. Une pièce tragique est supérieure, car elle utilise diverses formes de divertissement comme la déclamation, le jeu d'acteurs, la musique et le chœur. Conclusion. Au cours des 2 derniers millénaires, l'art poétique a considérablement évolué. Pourtant, la poétique d'Aristote continue de guider les jeunes créateurs, en jetant les bases théoriques des aspects fondamentaux de la littérature. Aristote a été le premier philosophe grec de l'Antiquité à fournir un cadre théorique à la poésie, l'établissant comme une forme d'art valable qui contrastait radicalement avec les opinions d'autres philosophes. Son œuvre traite des mécanismes de création de la poésie et de ses effets sur l'humanité. Le personnage tragique est un exemple pour les spectateurs. Ses bonnes actions les inspirent, tandis que les mauvaises décisions les instruisent. C'est ainsi qu'Aristote a établi le lien indéfectible entre l'homme et l'art. Essayez ce qui suit. Pensez aux formes d'art modernes. Que ressentez-vous en y réfléchissant? Rappelez-vous la dernière fois qu'une œuvre d'art a suscité des émotions chez vous. Pourquoi? Cela vous a-t-il aidé à vous libérer d'émotions lourdes? Essayez d'évacuer vos sentiments refoulés par le biais de l'art et utilisez la catharsis comme une purge thérapeutique. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.